Le mot maison d'édition est absolument essentiel. On tient beaucoup à ce mot maison d'édition parce qu'en fait les auteurs sont dans leur création, souvent très seuls, et ils sont en perpétuelle remise en cause. Donc ils ont besoin d'un endroit qui est un endroit stable, où les gens ne changent pas trop, ne varient pas trop, quelque chose de pérenne. Et le côté maison familiale, en plus l'appartenance à une famille, est un élément essentiel. C'est d'autant plus rare qu'aujourd'hui, beaucoup de maisons familiales ont disparu. Et on est une des rares. Moi, j'ai rejoint l'école et loisirs en janvier 2013. Je suis l'aîné de la 4e génération. Et finalement, il y a très peu de maisons d'édition où les dirigeants sont à la fois dirigeants et actionnaires, comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que la filiale qu'on a créée, qui s'appelle Rue de Sèvres, on l'a appelée Rue de Sèvres. C'est une façon de brûler ses vaisseaux, si vous voulez. On ne peut pas déménager, sinon on aurait l'air un peu idiot. En fait, il y a un partage des tâches opérationnelles très harmonieux et très respectueux. Donc je partage la direction de cette maison avec Jean-Louis Fabre. Nous avons nos domaines d'activité chacun. Jean-Louis plutôt sur la partie gestion et moi je suis plutôt sur la partie commerciale, éditoriale, communication. Mais toutes les décisions importantes de direction générale sont prises collégialement, y compris avec Guillaume Fabre et Jean Delas qui reste président du groupe. Et ce qui est remarquable, c'est cette complémentarité des personnalités, des parcours. Il y a une métaphore comme ça, c'était le conseiller juridique de la maison. À un moment donné, il fallait faire des papiers pour une assurance, je ne sais plus très bien. Et le banquier dit, ou l'assureur dit, mais je voudrais assurer l'homme clé. Et spontanément, le conseiller a dit, mais il n'y a pas d'homme clé ici, il y a un trousseau. Et c'est ça, il y a un trousseau de dirigeants qui échangent, se respectent à ces domaines d'activité, prend les décisions ensemble de façon extrêmement réactive, en plus avec un échelonnement générationnel grosso modo tous les 10 ans, ce qui fait que bon, on reste quand même relativement en phase avec le temps. Et ça, c'est aussi une des clés de la maison, et aussi la situation financière qui permet que la structure actionnariale soit pérenne. Parce que, encore une fois, on ne fait pas le métier d'éditeur pour s'acheter des grosses maisons ou des grosses voitures. Ce n'est pas vraiment notre moteur, sans mauvais jeu de mots. Vraiment, notre souci, c'est la transmission, la pérennité de cette maison dans l'état d'esprit que nos prédécesseurs nous ont laissé. Dans le cadre de l'anniversaire des 50 ans, on y reviendra, on a retrouvé un document incroyable de mon arrière-grand-père qui s'appelle « Testament à l'attention des futurs dirigeants de l'école et loisirs », dans lequel il donne un certain nombre de préceptes comme ça, très précis. Il y a toute une dissertation avec un résumé, donc bien entendu j'ai regardé ça et attentivement, et c'est vrai qu'on retrouve l'essentiel. Et à l'intérieur de ça, l'indépendance et la liberté sont des clés, parce que c'est en fait un prérequis, c'est des fondations. Pour pouvoir avoir cette qualité de création, cette sélectivité, ce cap éditorial que vous maintenez, vous devez avoir une base d'indépendance. Vous ne devez pas être sujet au diktat du court-termisme. Parce que nous sommes dans un métier où le temps est un élément essentiel. La progression d'une maison d'édition, ça ne se fait pas de façon linéaire, ni même exponentielle. Ça se fait comme ça de façon hélicoïdale. Et donc, pour pouvoir accepter le fait qu'il y a des hauts et des bas, comme chez un auteur, si vous prenez Stéphanie Blake, elle a mis 10 ans à sortir Simon, mais 10 ans parce que son éditeur l'a soutenu pendant 10 ans. Et il a bien fait, puisqu'elle a un talent formidable. Mais donc, la variable temps est un élément déterminant dans la qualité et la sélectivité. Mais pour avoir le temps, il faut que vous ne soyez pas sujet au diktat du court terme. Or, dans le marché actuel, vous avez donc de moins en moins de maisons d'édition indépendantes, vous avez des groupes qui mettent une pression très forte sur les équipes. D'ailleurs, ce n'est pas du tout une critique à l'égard des autres équipes, des autres maisons, où il y a des gens extrêmement compétents, mais qui sont obligés d'avoir un retour sur investissement très rapide. Et donc, ça, c'est une des clés du succès de l'école et loisirs. Le fait qu'ici, il n'y ait pas de budget, il n'y ait pas de reporting, etc. Alors, ça a l'air un peu comme ça, obsolète, mais c'est une réalité qui fait que les équipes éditoriales, sans tomber non plus dans l'angélisme, peuvent, encore une fois, être non pas dégagées de ces contingences, mais les appréhender avec le recul nécessaire pour accompagner les auteurs au rythme dont les auteurs ont besoin. Et c'est cette matrice-là qui fait le succès de la maison depuis toujours, et c'est la même depuis la création de la maison, puisque elle a été édictée, donc je vous dis par mon arrière-grand-père dans ce fameux document, et en fait je ne connaissais pas ce document, et je me suis rendu compte en le lisant récemment que nous l'appliquions
sans le savoir, comme M. Jourdain fait de la prose. Ceci dit, j'ai été élevé comme ça, donc il n'y a pas de mystère non plus. Moi, je suis né avec l'école des loisirs. Jean Delas et Arthur Hubschmidt testaient sur moi les premiers albums de l'école des loisirs. Les Trois Brigands ou Maurice Sendak. J'ai été le premier lecteur en France de ces albums. En plus, je trouve qu'ils sont d'une puissance graphique éblouissante. C'est quand même incroyable. Je veux dire, ça fait 50 ans que ces livres existent et leur modernité, leur puissance n'a rien perdu. D'ailleurs, c'est la même maquette qu'à l'époque. Et ça, c'est quand même insensé d'avoir parce que par définition, les enfants, c'est un public renouvelé en permanence. Et que ces albums, aujourd'hui, aient la même puissance, et d'ailleurs soient toujours parmi les meilleures ventes de la maison, et évidemment, les 50 ans est une occasion de les remettre en avant, c'est quand même incroyable. Voilà, donc c'est vrai que, non pas parce que ce sont des best-sellers, mais c'est vrai qu'ils m'ont particulièrement marqué. Il y avait Crin Blanc aussi, dans un autre genre, et qui était un peu plus... Bon, je m'identifiais un peu au héros, probablement. Donc quelque part, j'ai été formaté avec cette culture-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai fait un petit détour de 25 ans ailleurs, dans d'autres maisons, dans d'autres groupes, pour voir d'autres choses, et puis essayer du mieux que je peux de ramener ici, dans la maison, dans le cadre des développements, ce qu'il y a de bien, et puis surtout de ne pas ramener ce qu'il y a de pas bien, et d'utiliser ce qu'il y a de pas bien chez les copains pour justement appliquer cette fameuse méthode du contre-pied, qui jusqu'à présent fonctionne bien, parce que quand on regarde l'évolution du marché, on constate que les auteurs de talent, les éditeurs indépendants, les libraires indépendants, ça marche, en tout cas sur les secteurs sur lesquels on est, jeunesse et bande dessinée, ça fonctionne. Le développement de la BD au sein du groupe L'École et Loisirs, il est logique et naturel. Les libraires BD font de plus en plus de jeunesse, les libraires jeunesse font de plus en plus de bandes dessinées, les auteurs de jeunesse sont souvent auteurs de bandes dessinées, le lectorat dans les écoles est beaucoup plus habitué à la bande dessinée puisque tout simplement ils ont été élevés avec. Donc déjà, c'est un développement qui est logique par rapport au développement de la maison. Bon, alors il se trouve qu'évidemment, le fait que j'ai travaillé dans la bande dessinée et la jeunesse aussi, enfin dans la bande dessinée pendant de nombreuses années, ça a accéléré ce projet. Mais de toutes les façons, il aurait été fait dans tous les cas de figure. L'idée, c'est d'appliquer la matrice, c'est une société à part entière, c'est d'appliquer la matrice école et loisirs à la bande dessinée. C'est-à-dire, encore une fois, extrêmement sélectif, 35 nouveautés par an, avec vraiment un travail d'auteur et un accompagnement éditorial, de production, commercial, de communication très fort. Alors c'est vrai que l'équipe qui a été constituée est une équipe remarquable et expérimentée. Bon, c'est vrai que moi j'ai un peu roulé ma bosse là-dedans, bénéficier de l'aura de l'école et loisirs et des moyens, toujours à nouveau cette indépendance financière, fait que c'est vrai, le projet démarre très bien. Mais c'est vrai aussi que ça correspond de la même façon à une attente des libraires, une attente des auteurs, qui finalement, le côté industriel parfois de la bande dessinée, puisqu'aujourd'hui il y a 5000 BD qui sortent par an, et oui, nous on en sort 35 à 40 à tout casser, ce travail d'éditeur de ping-pong permanent dont ils ont besoin, même des grands auteurs, puisqu'il y a beaucoup de grands auteurs dans la maison, chez Rue de Sèvres, est essentiel pour eux aussi, pour se challenger, parce que c'est ça le métier d'un éditeur, c'est surtout d'être le premier lecteur critique constructif d'un auteur. Plus l'amitié et la confiance. Il y a beaucoup d'auteurs, quand ils ont su qu'on créait cette maison, qui ont décidé de nous rejoindre tout de suite, si vous prenez quelqu'un comme Zeb, qui n'est pas le premier venu, ou Scott McCloud, ou d'autres, ou Taniguchi, c'est quand même des monstres, dans le bon sens du terme, du paysage. Ils ont tout de suite dit, non mais super, on vient, le projet nous plaît, et voilà, et donc ça se passe bien. Il y a une histoire que je raconte avec un auteur que j'adore qui est Loisel, et je me rappelle, c'était Peter Pan chez Vent d'Ouest, qui est une filiale de Glénat. Et alors Loisel est un type qui a beaucoup de talent, mais en plus il a une particularité, c'est que c'est un sacré négociateur de contrats. Et alors, je ne sais plus, c'était au Peter Pan 3 ou quelque chose comme ça, il en négocie le contrat, les paragraphes, les conditions financières, enfin bref, il me pompe l'air pendant un grand moment. Et puis arrive le jour, on avait enfin
enfin on s'était mis d'accord sur tout. Donc il habitait Tours à l'époque, il monte à Paris, et là il me dit bon ben voilà, on signe les contrats, etc. Il me dit bon, et puis on signe les trucs, et puis j'ai dit bon ben maintenant on va déjeuner, mais je dis quand même tu m'as fait suer sur cette histoire de contrat, ouais, ça te fait du bien, etc. Bon, très bien. Puis à ce moment-là, il me dit, mais écoute, tu sais, moi, je n'ai pas de paperasse, tout ça, je ne suis pas doué, garde-moi mon exemplaire de mon contrat. Je dis, bon, parce que j'avais un coffre dans mon bureau, je dis, ben d'accord, pas de problème, je vais te faire une photocopie. Mais non, c'est pas la peine, pourquoi faire? Et donc, il m'a donné son original. Autrement dit, il m'a pompé l'air sur le contrat, on a signé, il m'a donné son original. Donc il n'avait pas copie. Mais je veux dire, quelque part, c'est le résumé de la confiance, du lien qu'il peut y avoir entre un auteur et un éditeur. Et comme par hasard, Loisel était chez Casterman après, là où j'étais, et disons qu'on peut penser qu'il sera chez Rue de Sèvres tôt ou tard. Très bien. Donc ça, c'est un scoop. Je ne pense pas que ce soit un scoop pour grand monde, parce que tout le monde connaît la qualité de nos rapports amicaux, et c'est un auteur qui, au-delà d'être un ami, est certainement un des plus grands auteurs de bande dessinée de toujours, parce qu'il a, entre l'émotion qu'il arrive à faire passer dans ses BD, qui est absolument, c'est ce qu'il y a de plus difficile en bande dessinée, son trait et les histoires qu'il a envie de raconter, c'est une pure merveille. Oui, il va falloir acheter un coffre-fort. Non, puisque oui, c'est vrai, mais enfin bon, on trouvera une solution. C'est moi qui lui donnerai mon contrat cette fois, il gardera ma copie. Les médiateurs, c'est un élément essentiel. Ce sont des prescripteurs, et le rapport que la maison a depuis toujours avec les enseignants, avec les bibliothécaires, est absolument essentiel. Et leur rôle aujourd'hui d'amener, de mettre dans les mains des enfants des livres de qualité, qui encore une fois appréhendent tous les thèmes, pour autant que ça soit fait avec talent, c'est essentiel. Et c'est vrai que cet anniversaire des 50 ans, d'abord c'est l'occasion de leur dire merci, parce que c'est un travail de fond et ô combien difficile, et aussi de revaloriser leur rôle, parce qu'ils sont baladés dans tous les sens, ils ont des problèmes de moyens, et ce sont vraiment des gens qui ont une vocation. Et encore une fois, en plus, tout à l'heure, je parlais de ce rapport d'investissement moyen-long terme. Il y a ici une équipe qui est dirigée par Nathalie Brisac, d'une dizaine de personnes, qui est consacrée à ça. Et évidemment qu'il n'y a pas de retour sur investissement à court terme. L'idée, c'est vraiment un partenariat avec des outils mis à leur disposition, un échange, se nourrir de leurs expériences. Et ce sont des gens qui doivent avoir un rôle, encore une fois, la lecture à l'école, et le travail qui avait été fait par Françoise Lagarde pour le compte du ministère de l'Éducation nationale sur la sélection des titres est quelque chose d'exceptionnel pour la place du livre pour enfants dans les écoles, d'ailleurs, qui est assez récente finalement, hein, puisqu'avant c'était des livres scolaires. Et c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel et qui a été un partenariat majeur pour la maison, ne serait-ce que la raison sociale, l'école, les loisirs. D'ailleurs, on a récemment, je ne sais pas si vous avez vu, développé des jeux de société. Là aussi, il y a une continuité logique et naturelle, puisque d'abord, ce sont nos auteurs qui font les jeux dans leurs univers, nos partenaires, ce sont les libraires, et les prescripteurs, ce sont les médiateurs, les bibliothèques, qui ont bien besoin de faire venir les enfants auprès d'eux. On a des projets dans le domaine du numérique, pareil, ça sera fait d'abord avec les médiateurs, comme une sorte d'assise. En fait, pour tout ce que l'on fait, on construit un mur, brique par brique, mais du coup, le mur est solide. On n'est pas à mettre le toit avant les fondations. Et les médiateurs font partie des fondations de cette maison. Bien malin qui peut dire ce que deviendra le numérique, ça occupe beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de gens. Notre position à l'heure actuelle, qui est une position qui est uniquement basée sur les domaines sur lesquels nous sommes, c'est-à-dire la fiction. D'abord, tout ce qui est texte, il y a des mécaniques de consultation des livres sur un support numérique, quel qu'il soit, très bien, c'est 3% du marché, voilà. Est-ce que c'est en substitution ou pas du livre papier? Le débat est ouvert, à mon avis, en partie oui, en partie non. Après, dans le domaine de la fiction, vous avez la lecture homothétique, voilà, l'album sur un support numérique. Personnellement, je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt. Même pour les BD, c'est pratique, alors ça dépend entre les romans graphiques, les albums franco-belge grand format. En revanche, ce que nous trouvons extrêmement intéressant, et ce sur quoi nous travaillons,
c'est une lecture, c'est à la croisée du numérique et de l'audiovisuel, qui est une lecture de nos albums, qui peut, images, voix et son, et qui est une façon d'entrer dans ces histoires, très simple, très basique, mais qui est une façon une nouvelle façon d'appréhender l'album, mais qui est à la croisée des chemins, et qui finalement est plus un mode de diffusion qui peut générer des créations spécifiques pour le support. Mais voilà, donc en clair, franchement, le numérique ne me fait pas peur. Et je crois que là, je ne peux pas trop vous en dire parce que ce n'est pas encore tout à fait prêt. Ça sera le cas début 2016 en principe. Mais je crois que c'est pas mal ce qu'on a trouvé. Et très simple, mais ça fonctionne. Et ça, c'est important. Ça fonctionne surtout pour des récits du type Chen, vous voyez, Prince Tigre, qui est au passage un vrai chef-d'œuvre. Voilà. Donc, pas d'inquiétude sur le numérique. Après, le maillon faible, ce sont les libraires. C'est pour ça qu'il faut aider les libraires et il faut les aider d'abord dans la façon de travailler avec eux, commercialement, les accompagner et les accompagner aussi dans la façon qu'ils ont de se réapproprier ce mode de diffusion-là. On est dans un métier où il faut être un coureur de fond. Donc il faut être à la fois un coureur de fond et savoir sprinter de temps en temps. Et comme disait Teresa Cremisi, qui a été ma chef pendant quelques années, la présidente du groupe Flammarion, il faut avoir un coup d'avance, mais pas deux, parce que deux on est trop tôt, ou évidemment pas être dans l'air du temps, ou encore plus forte raison un coup de retard. Il faut avoir un coup d'avance. Et en même temps on est dans un timing de coureur de fond avec la capacité d'accélérer. Et autrement dit, la clé, c'est de mélanger ce côté force tranquille avec de l'audace. Il y avait je crois que c'était une publicité pour Nike qui avait une phrase formidable qui disait « Le talent, c'est d'avoir l'audace que les autres n'ont pas ». Et c'est ça. Et en fait, quand vous regardez toute l'histoire de l'école et loisirs, vous vous rendez compte que ce soit dans le domaine éditorial, dans le domaine commercial, dans le domaine de la communication, notamment auprès des médiateurs, il y a toujours eu ce métro d'avance, mais avec une audace. Alors même que la maison d'édition était une maison d'édition de livres scolaires, eh bien, tout d'un coup, la faire évoluer dans le domaine du livre pour enfants, en 65, puisque la création de la maison, c'est 1922. C'était une audace. Créer des clubs de lecture avec le partenariat des écoles, c'était extrêmement audacieux. Et puis aussi une audace commerciale, où il y a grosso modo une dizaine d'années, il y a eu la constitution de ces squares, de l'école et loisirs, il y a aujourd'hui 25 squares, et c'était même avec le recul, même fou d'avoir réussi à convaincre des libraires de consacrer une partie non négligeable de leur surface, qui généralement ne sont pas très importantes, dédiée aux productions de la maison, et y compris avec des conditions commerciales très audacieuses, elles aussi, et aussi une audace dans la logistique, parce que les clubs de lecture, c'est pareil, il faut bien les livrer, les mettre en paquet, les envoyer au bon endroit au bon moment. Ça, c'est des choses qui ne se voient pas, évidemment, mais qui sont aussi respectables que l'audace d'un éditeur qui va découvrir Claude Ponty. Dieu merci, dans ce métier, il n'y a pas de recette miracle pour faire un bon livre ou passer un message. C'est ce qui fait d'ailleurs que tout ce qui est pur marketing ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait un auteur. C'est comme une surprise party, si vous voulez. Vous pouvez mettre le meilleur lieu, la meilleure musique, etc. La mayonnaise prend ou elle ne prend pas. Ben pour un livre, c'est la même chose. Pour qu'un livre ait du charme, ça ne peut pas se calculer. C'est forcément la seule personne qui puisse faire que cette mayonnaise prend ou qu'un livre a du charme ou n'en a pas, c'est l'auteur. Donc, la clé d'un bon livre, c'est une seule chose, c'est l'auteur. C'est pour ça que l'édition industrielle, ça ne marche pas. Même pour des projets qui sont très grand public, vous avez quand même, à un moment ou à un autre, un auteur. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de faire ce mélange rationnel-irrationnel en permanence. Voilà. C'est-à-dire de pouvoir faire la foire toute une nuit à jouer au poker et à s'alcooliser, comme j'ai pu le faire il n'y a pas si longtemps avec des auteurs, et puis le lendemain matin à 7h30, avoir un conseil d'administration ou une réunion administrative ou avec des représentants. C'est-à-dire l'exercice qui consiste à mettre en... Nous sommes... L'éditeur, c'est jamais qu'un passeur. Et c'est-à-dire de mettre une création en liaison avec un public. Et au milieu, il y a tout un tas de maillons. Et donc,
La difficulté, c'est que vous avez de l'irrationnel et de l'affectif d'un côté, et de l'autre côté, vous avez des contingences logistiques, financières, etc. Et donc, c'est le fait d'avoir la cervelle moitié-moitié qui fait que ce rôle de passeur est compliqué, puisque vous avez des gens qui sont soit l'un, c'est-à-dire soit dans l'éditorial, soit l'autre, que dans l'administratif, logistique, et des gens qui font la navette entre les deux, en permanence, toute la journée. C'est ça le job, enfin en tout cas pour moi, c'est ça le job d'éditeur. Et c'est ça que j'aime faire, et c'est ça que, voilà, c'est ça qui me plaît. En plus, on a la chance d'avoir des rencontres extraordinaires avec des auteurs qui sont souvent des êtres, pas tous, hein, mais qui sont souvent des êtres passionnant, c'est vrai, c'est quand même un des privilèges de notre métier. Et puis, ceux qui sont un peu dans l'ombre, qui sont dans le back-office, dans l'administratif, dans la logistique, mais moi j'ai autant, ou dans le commercial, et moi j'ai autant de respect des uns par rapport aux autres, parce que, encore une fois, il y en a qui sont dans la lumière et d'autres qui ne le sont pas, mais s'ils n'étaient pas là, vous pouvez faire le meilleur livre de la Terre, s'il n'est pas promu, mis en avant et transporté, ben, il n'existe pas. Et donc, faire cette navette permanente entre ces problématiques qui paraissent incompatibles ou qui paraissent antinomiques, c'est ça qui est intéressant, y compris dans la dimension financière, investissement, parce que dans le métier d'éditeur, vous avez des investissements lourds pour un retour sur investissement qui est aléatoire et qui souvent n'est pas folichon en termes financiers. Donc, il faut avoir aussi la confiance des actionnaire. Donc pour avoir la confiance des actionnaires, il faut conquérir cette légitimité. Donc en fait, c'est un triangle, si vous voulez. Et c'est ça qui me plaît dans ce métier. Et je pensais à votre bureau, je trouve qu'il ressemble un peu à ce que vous êtes en train de décrire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous avez changé la décoration d'ailleurs en arrivant ici. Oui, oh bah ça c'est des histoires de goût personnel. Mais effectivement, à la limite, il y a à la fois le côté fourbi, livre, et en même temps, effectivement, un certain dépouillement. Voilà, je ne sais pas si c'est pas fait exprès en tout cas. Hein. Et, non, mais oui, peut-être si vous voulez. Oui. J'ai jamais fait attention à ça. Blanc, dépouillé, zen. Et ça, il y a d'un côté dépouillé blanc, de l'autre côté c'est le foutoir. D'accord, ça me va bien comme métaphore.